Eh bien, pour poursuivre la parole ministérielle, j'invite Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics, Monsieur Olivier Dussopt, à venir continuer à ouvrir nos travaux. Bien, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord vous saluer toutes et tous, saluer les membres de la commission du label diversité, saluer aussi les lauréats du label, à la fois les ministères, les collectivités territoriales, les établissements publics, mais aussi les entreprises privées et les associations qui sont aujourd'hui représentées. Pour certains d'entre vous, je vous retrouve quelques jours après la remise des labels, puisque nous étions ensemble, pour certains, à Bercy en début de semaine dernière pour remettre le label à un certain nombre d'organismes, notamment des établissements publics, mais aussi des entreprises qui ont fait le choix ambitieux et extrêmement engagé de solliciter ce label, de s'inscrire dans la démarche de labellisation et ainsi de voir reconnaître leurs efforts en matière de diversité et parfois de manière double en matière de diversité et d'égalité. Je veux aussi remercier les experts, les témoins, les praticiens qui, tout au long de cet après-midi, vont vous permettre de partager ces expériences, vont vous permettre, je crois, d'enrichir votre connaissance, votre pratique en matière de diversité et faire en sorte que les uns et les autres, nous puissions repartir plus riches à l'issue de ces travaux. Plus riches pour ce qui vous concerne, c'est certain, et ce sera dès ce soir avec cette journée que vous allez passer ensemble. Pour ce qui me concerne, il faudra que j'attende un peu, que j'attende les actes de la rencontre, puisque si j'ai le plaisir d'être à vos côtés pour l'ouverture de cette séance et de cet après-midi de travail, je devrais ensuite rejoindre l'Assemblée nationale pour la suite des débats sur la loi de finances pour l'année prochaine et demain, l'ouverture de la loi de financement de la sécurité sociale, ce qui me contraindra à gagner le Palais Bourbon. Je voudrais, avant de réaborder, après ce que Mireille Pénicaud a évoqué, la question de la labellisation diversité, m'associer à mon tour à l'hommage qui a été rendu à Madame Claire Descreux. Vous l'avez dit, mesdames, chef de service à la DGEFP, pionnière et militante de l'égalité et de la diversité dans nos services. Je crois que son souvenir, aussi douloureux soit-il, doit être aussi pensé comme une invitation et un encouragement. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais trop souvent, en matière de diversité comme en matière d'égalité, le travail réalisé dans les entreprises, mais peut-être que c'est encore plus vrai dans les administrations, est un travail qui est porté par des cadres, par des agents, mais qui est porté parce que ces cadres et ces agents ont un engagement personnel et vivent leur engagement professionnel comme un engagement militant. Et cela doit aussi nous inciter, et j'essaierai de l'illustrer, à faire en sorte que par la loi, par nos règles de gouvernance dans chacune des structures qui souhaitent s'engager en matière de diversité et d'égalité, et finalement dans chacune des structures, qu'elles ne le souhaitent ou qu'elles ne le souhaitent pas, puissent prévoir d'intégrer ces problématiques, ces questions, puissent rendre obligatoire et finalement institutionnel, d'une certaine manière, le fait d'aborder ces questions d'égalité et de diversité pour que justement cela ne puisse pas reposer que sur un engagement militant, mais bien être structuré, pérennisé, au risque parfois de connaître une forme d'essoufflement bien légitime, et c'est aussi à cela que nous devons veiller. La lutte contre les discriminations, la promotion de la diversité dans l'environnement de travail représente un engagement quotidien. C'est le vôtre avant tout, et votre présence ici en témoigne. C'est aussi un combat que nous devons mener collectivement. Muriel disait en binôme, tant pour le secteur privé que pour le secteur public, et je partage évidemment ses propos. Ainsi, et à titre d'exemple ou d'illustration, pour montrer qu'au-delà des travaux que nous devons conduire les uns et les autres, chaque occasion doit être saisie, je voudrais simplement souligner qu'en matière de fonction publique, depuis maintenant quelques jours, nous avons fait acter, au stade de la consultation et avant que soit publié le décret, le fait que demain, dans les lignes directrices générales de gestion des ressources humaines de la fonction publique, qui se substituent à la consultation des commissions administratives paritaires dans le domaine de la fonction publique, la question de la diversité, la question de la diversification des profils, des parcours professionnels, devra obligatoirement être prise en compte pour l'accès aux promotions et prise en compte aussi pour le déroulement de carrière des agents, de manière à faire entrer ces dimensions-là dans les choix qui sont faits et valoriser cette diversité de parcours. Nous avons une exigence d'exemplarité, nous devons la retrouver dans chacun de nos actes, dans chacune de nos décisions. Nous devons le faire aussi en transparence et avec un souci de justice et en même temps de promotion de l'engagement des uns et des autres. La promotion est justement l'un des enjeux majeurs et l'un des objectifs majeurs qui avait présidé à la création du label en 2008, avant qu'il soit largement restructuré, rénové, modernisé, si l'on peut dire, en 2015. Le label diversité reconnaît et fait connaître les actions des administrations comme des entreprises privées, comme des associations,
qui œuvrent en matière de prévention des discriminations et d'amélioration continue de nos pratiques respectives dans les domaines des ressources humaines, de la communication, des achats publics ou encore de l'implication dans les territoires ou auprès des usagers. Le simple fait de s'engager dans cette démarche et de faire reconnaître par la commission de labellisation est, je crois, pour chacun et chacune d'entre vous, un puissant levier de transformation de nos structures, de nos administrations, de nos collectivités, nos établissements publics ou hospitaliers, encore des entreprises. C'est un levier de transformation dans la mesure où c'est avant tout un objet de dialogue social, et sur un dialogue social qui permette à la fois l'innovation, mais aussi un travail extrêmement fructueux. La Commission nationale comprend des organisations représentatives des agents publics et des salariés, des représentants des organisations patronales, des experts des ressources humaines, des représentants de l'État, et tous, malgré la diversité de leur parcours, malgré la diversité des horizons dont ils proviennent, ont la même finalité, qui est de construire un environnement de travail à la fois plus ouvert et plus inclusif. Dans le domaine de la fonction publique, pour y revenir, nous souhaitons appuyer notre politique de prévention sur de nombreux outils et sur plusieurs axes. D'abord, des dispositifs inclusifs dans l'accès à l'emploi public, avec la mise en place, par exemple, de dispositions spécifiques et au bénéfice des travailleurs en situation de handicap. Nous avons, dans les rangs de la fonction publique, plus de 240 000 bénéficiaires de ces dispositions en 2018. Et la loi de transformation de la fonction publique du 6 août dernier a renforcé ces mécanismes avec des procédures dérogatoires au droit commun pour l'accès aux promotions, avec des obligations nouvelles pour les employeurs publics en matière de garantie d'un bon déroulement de carrière pour les agents en situation de handicap, puis avec une mesure à laquelle je tiens tout particulièrement, qui s'est résumée à supprimer un mot dans les textes existants, supprimer la référence au handicap physique, puisque jusqu'à présent, pour bénéficier d'adaptation au concours et d'un certain nombre de procédures dérogatoires, il fallait pouvoir démontrer ou être atteint d'une forme de handicap physique. Le simple fait de supprimer la référence et l'adjectif physique nous permettra de reconnaître d'autres formes de handicap et ainsi de favoriser les déroulements de carrière d'un public beaucoup plus large. Nous voulons aussi bien évidemment travailler sur l'ouverture de la fonction publique aux plus jeunes, avec un objectif d'accueil de 10 000 apprentis au sein de l'État entre 2019 et 2020, mais aussi en accompagnant des centaines d'étudiants et de stagiaires, de personnes en recherche d'emploi pour préparer au concours de la fonction publique, soit au sein des 27 classes préparatoires intégrées aux écoles de services publics, mais aussi par l'allocation pour la diversité dont bénéficient aujourd'hui plusieurs centaines de stagiaires et de candidats à la préparation au concours. Enfin, mais il est évidemment difficile d'être exhaustif, je voudrais souligner que depuis la signature en 2013 d'une charte pour la promotion et l'égalité, la promotion de l'égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique, nous travaillons régulièrement avec le Défenseur des droits qui nous fait l'honneur de participer à nos travaux aujourd'hui. Ainsi, nous avons publié cette année un rapport relatif à la lutte contre les discriminations et la prise en compte de la diversité de la société française dans la fonction publique. Et je peux vous assurer que si vous prenez connaissance de ce document ou si vous l'avez déjà fait, il fait une large place à un regard sans concession du Défenseur des droits sur les politiques menées. Et c'est justement cette absence de concession dans le regard qui nous permet, je crois, d'améliorer nos pratiques et d'espérer que ce rapport soit un document utile pour faire en sorte qu'il soit un point d'appui et un ensemble de recommandations. Parallèlement à tout cela, depuis 2016, nous diligentons régulièrement des études de testing visant à enrichir notre connaissance du risque de discrimination dans l'accès à la fonction publique. Nous en avons mené grâce aux travaux du professeur Yannick Lorty, qui est aussi parmi nous aujourd'hui, sur les critères de sexe, de l'origine, du lieu de résidence ou encore de l'orientation sexuelle. À chaque fois, ces campagnes de testing se sont traduites par des résultats assez encourageants, pour ne pas dire satisfaisants, en matière de prévention ou pratiquement d'absence de phénomènes de discrimination. Mais nous devons élargir les cohortes, nous devons travailler sur un certain nombre de métiers qui peuvent faire l'objet peut-être d'a priori ou de stéréotypes pour faire en sorte que ces études soient à la fois les plus larges possibles et les plus utiles possibles. Enfin, en novembre 2018, avec la majorité des organisations syndicales, 7 sur les 9 considérées comme représentatives, et avec la totalité des employeurs publics, nous avons aussi voulu progresser en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Cela s'est traduit par l'adoption d'un protocole d'accord pour renforcer cette égalité, protocole qui était soit directement applicable, soit qui devait faire l'objet d'une inscription dans la loi. C'est chose faite avec la loi du 6 août dernier. Et ainsi, nous avons renforcé un certain nombre d'obligations en matière d'accès aux responsabilités, en élargissant la liste des postes faisant l'objet d'une obligation de nomination équilibrée, en introduisant une contrainte supplémentaire, mais qui, je pense, est une contrainte utile, qui vise à rendre obligatoire
service par service, corps par corps de la fonction publique, le fait que la répartition des avancements et des promotions au choix soit une répartition représentative de la répartition entre les femmes et les hommes dans le service concerné. Trop souvent, les directeurs d'administration centrale nous ont indiqué avoir des difficultés à atteindre l'objectif cette année de 40% de nominations d'un même sexe au minimum sur les emplois de direction faisant l'objet de cette obligation de nomination équilibrée, parce qu'à tel ou tel endroit, les viviers étaient trop masculins ou parce qu'ailleurs, ils étaient trop féminins. La première hypothèse étant bien souvent largement prédominante par rapport à la seconde. Le fait de garantir une répartition des avancements et des promotions au choix en fonction de la répartition entre les femmes et les hommes dans les établissements et les services concernés nous permettra aussi à terme de rééquilibrer les viviers et ainsi de faciliter le respect des engagements en matière de nomination équilibrée. De la même manière, nous avons veillé par la loi à prévoir que dans toutes les administrations et des 3 versants de la fonction publique, nous puissions avoir à la fois des plans d'action pour l'égalité, mais aussi des dispositifs de signalement et de traitement des situations de violence, de harcèlement ou de discrimination, quitte à ce que ces dispositifs soient mutualisés pour répondre aux problématiques des établissements publics de petite taille ou des collectivités de tout aussi petite taille. Enfin, et pour en terminer par là en termes de mesures, le comité interministériel pour l'égalité entre les hommes et les femmes de 2018 a aussi acté le fait que les employeurs publics, les ministères en particulier, doivent tous être en mesure de candidater au label diversité, conjointement au label égalité, et ce dans un dispositif d'alliance qui vous est aux uns et aux autres familiers. Il nous reste évidemment beaucoup à faire, et cela a été dit par Muriel Pénicaud, et je pense que cela sera répété et martelé à juste titre cet après-midi. À ce jour, nous avons 33 employeurs publics qui ont rejoint le label diversité, 4 ministères, les ministères économiques et financiers, donc le ministère de l'économie et des finances ainsi que le ministère de l'action et des comptes publics, l'ensemble des ministères qui relèvent du périmètre des ministères sociaux, le ministère de l'Intérieur, mais aussi le ministère de la Culture, avec une mention particulière sur les efforts faits en matière d'intégration des établissements publics rattachés au ministère de la Culture dans le champ du label. C'est ce qui nous amène d'ailleurs à avoir 17 établissements publics sous tutelle, ainsi labellisés au titre de la diversité. Nous avons 6 grandes collectivités territoriales, comme la ville de Paris, la ville de Lyon, celle de Bordeaux, avec sa métropole et son CCAS, ou encore les villes et métropoles de Nantes, de Dijon, avec le CCAS de cette dernière, ou le conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Il faut aussi noter que d'autres organismes ont fait cette démarche. Je pense au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à une des agences régionales de santé, peut-être que cela ouvrira la voie aux autres, ainsi qu'à 2 établissements publics de santé, ou encore une école de management et une chambre de commerce et d'industrie. Je m'attarde sur cette liste simplement pour montrer que, de la même manière que dans le secteur privé, il y a une ouverture vers des entreprises de toute taille, dans le secteur public, il y a aussi une diversité des modes d'établissement, d'organisation qui peuvent ainsi participer au label. Cela nous permet, dans le public et dans le privé, d'avoir aujourd'hui plus d'1 million d'actifs qui soient couverts par le label diversité, dont la moitié dans le secteur public, avec un impact non seulement sur la qualité de leur vie au travail, sur la situation de leur famille, de leurs proches, sur la société française, mais je crois aussi, et cela a été rappelé, sur la performance de nos organisations, puisque nous avons, et je crois que si nous sommes là, c'en est la démonstration, la conviction que ce travail sur la diversité, comme le travail sur l'égalité d'ailleurs, permet d'améliorer la performance collective de nos organisations, permet d'améliorer la qualité de vie au travail, et je crois beaucoup, toujours dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de transformation de la fonction publique, que la possibilité de conclure des accords majoritaires locaux dans les établissements publics, qu'ils soient hospitaliers, qu'ils soient territoriaux ou qu'ils soient de l'État, permettra aussi d'avancer concrètement et sur le terrain sur ces enjeux de la qualité de vie au travail, de la diversité et de l'égalité. Je m'arrête là car j'ai déjà été trop long. Je voudrais simplement, en 3 mots, conclure. Le premier, qui est un mot très simple, c'est merci. Merci à celles et ceux qui nous permettent aujourd'hui de nous retrouver et pour avoir organisé ce colloque, mais surtout merci à l'ensemble de celles et ceux qui se sont engagés dans la labellisation. Le simple fait de le faire est un acte militant engagé qu'il faut savoir reconnaître. Le deuxième est un mot d'espoir, mais un espoir avec la certitude que les vœux soient exaucés. C'est que cet après-midi vous soit utile et que vous puissiez en sortir plus riche, que vos actes, les actes de cette rencontre, nous soient aussi utiles pour améliorer encore nos pratiques en la matière. Et un dernier, pour vous renouveler mes excuses de devoir vous quitter au début de la cérémonie, mais en vous souhaitant à toutes et à tous de très bons travaux. Merci de votre attention.